On connaît cette photo de Robert Capa. On reconnaît Picasso. Mais cette femme, qui est-elle? Françoise Gillot a passé 10 années avec Picasso. Ils ont eu 2 enfants. Mais elle reste mal connue. Pourquoi? Que s'est-il passé? Est-ce d'abord parce que Françoise Gillot, elle-même peintre, a osé quitter l'artiste de génie? On ne quitte pas Picasso, l'avait-il averti. Pouvait-elle alors imaginer que les femmes qui l'avaient précédée dans la vie de Picasso, Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, mourraient désespérées, dans la misère, dans la folie, ou suicidées? Quelle part d'ombre Françoise Gillot a-t-elle dû affronter? Il se plaignait tout le temps qu'il ne me connaissait pas. Mais en fait, c'est vrai parce qu'au bout de 10 ans, moi, je le connaissais très bien, mais lui ne me connaissait pas, toujours pas. Mais c'était un gros avantage pour moi. J'étais restée inconnue. Parce que sans ça, il en aurait profité pour me détruire. C'est en mai 1943, dans Paris occupé, que commence l'histoire de Françoise et Pablo, après que la victoire soviétique à Stalingrad ait redonné espoir. C'est Stalingrad qui m'avait beaucoup marqué, au sens où justement j'ai pensé que ce sont les Russes, grâce à qui on ne sera pas pendant 1000 ans sous la botte, etc. Tandis que les nazis poursuivent leur massacre de masse, à Paris, le petit monde des arts et des lettres se retrouve dans son quartier général du Flore et s'étourdit dans des fiestas évoquées par Simone de Beauvoir, où, écrit-elle, avec Picasso, Dora Maar s'amusait à faire le taureau. C'est alors que Françoise fait la connaissance de Picasso. Bon, on s'est rencontrés par hasard puisque je dînais avec une amie au restaurant Catalan, avec Alain Cuny qui dînait avec nous, et c'est là que Picasso est venu nous retrouver, etc., en disant « Est-ce que vous pouvez me présenter à vos amis ?» et tout ça. Dans ce restaurant se retrouvaient réfugiés espagnols et artistes parisiens. Un jour de mai 1943, pour entrer en contact avec Françoise Gillot, Picasso lui offre un compotier de cerises, aussitôt fixé dans plusieurs tableaux. Quand je l'ai rencontré en 1943, vous savez, j'avais une exposition avec mon amie Geneviève. Il y avait à la fois des dessins et des tableaux. Il est allé voir l'exposition lui-même sans que nous soyons là. Et quand je l'ai revu la seconde fois après ça, il m'a dit que je dessinais très bien. Par l'invitation audacieuse de la jeune inconnue à voir ses œuvres, qui sera suivie par celle de Picasso à venir voir les siennes, tous deux placent leur rencontre sous le signe de la création artistique, quand tout les sépare. Françoise Gillot, née dans une famille bourgeoise de Neuilly, a rompu avec un père autoritaire qui réprouvait les orientations artistiques de sa fille unique, que sa mère favorisait au contraire. Quand elle rencontre Picasso, elle a 21 ans. Elle expose ses œuvres pour la première fois. Picasso, lui, a 61 ans. Il est au faîte de sa célébrité et vit reclus. Pour lui, la guerre a commencé avec celle d'Espagne. Et, depuis Guernica, peint en 1937, sa production porte le signe de la noirceur des temps et de sa relation orageuse avec Dora. Je suis allée, comme beaucoup d'autres personnes, à son atelier le matin. Vous savez, tout le monde venait voir les nouvelles toiles, etc. Je venais de temps en temps. Françoise passait par le petit escalier réservé aux intimes pour accéder à cet atelier de la rue des Grands Augustins, jalousement gardé par Sabartès, le fidèle secrétaire de Picasso. À cette époque, privé de passeport espagnol par Franco et sans passeport français, le peintre de Guernica est surveillé par les Allemands. Ce qui ne l'empêche pas de recevoir dans son atelier ses fidèles. En 1944, on voit pour la première fois Françoise poser en compagnie de Picasso. Seule femme entre le sculpteur Fenosa et le peintre Ortiz de Zárate, aux côtés de Jean Marais, Pierre Reverdy, Jean Cocteau et Brassailles, l'auteur de la photo. De son côté, Françoise se cherche picturalement.
Elle intègre bientôt un groupe d'artistes dominé par Nicolas de Staël, gardien du temple de l'abstraction, qui lui ordonne de renoncer à ses recherches figuratives. Elle refuse et quitte le groupe. Ce qui a été malheureux, c'est que de Staël et moi, nous avions chacun mauvais caractère. Et qu'un jour, de Staël me dit j'ai entendu dire que vous alliez très souvent le matin voir Picasso. Et j'ai dit eh ben alors moi, j'ai entendu dire que vous alliez très souvent le matin voir Georges Braque. Je dis je ne vois pas la différence. Ah, si, parce que justement, Georges Braque, c'est quelqu'un justement qui est tout à fait ouvert et qui s'intéresse aux jeunes, tandis que Picasso vous dévorera. Alors j'ai dit, bah, écoutez, ça c'est mon affaire. À partir du jour où il m'a convié justement à venir nous voir un après-midi, là j'ai très bien compris qu'est-ce que ça voulait dire. Et alors là, du coup, au lieu de venir comme j'étais d'habitude, je suis venue avec je me souviens, c'était une robe toute en velours noir, assez décolletée comme ça, et un énorme col de dentelle blanche. Quand je suis venue pour le voir vraiment, je suis venue en faire une cérémonie. Il a été un peu estomaqué parce que, en quelque sorte, lui pensait séduire une jeune fille avec un peu du mensonge que ça comporte, et la jeune fille se laissant séduire en faisant semblant de ne pas comprendre exactement. Je sais pas. Et moi, je suis pour la vérité, alors qu'on sache bien ce qu'on est en train de faire. Je suis aussi au courant que vous ne me séduisez pas, c'est moi qui ai décidé de venir aujourd'hui comme ça. Oui, en effet, je suis d'accord. Voilà. Pendant ce temps-là, j'ai perdu mes meilleurs amis, hommes. En quelque sorte. Donc j'ai perdu les hommes de ma génération qui, moi, me plaisaient. J'ai trouvé en lui quelqu'un qui était justement tellement vivant et tellement présent dans ce moment tragique, etc. Si ça avait été en temps de paix, disons, pour dire les choses simplement, et pas pendant l'occupation, ça ne me serait jamais passé par l'esprit, sans cette finalité de la mort à brève échéance, d'entrer dans une relation similaire avec lui. Dans la capitale enfin libérée, les chars des républicains espagnols entrent les premiers. L'un est baptisé Guernica, du nom de la ville martyre immortalisée par Picasso. Les GI accourent pour visiter son atelier au même titre que les monuments célèbres de la capitale. À l'époque où j'ai rencontré Pablo, je faisais encore de l'équitation à peu près tous les jours. J'allais soit au Bois de Boulogne, soit à la forêt de Saint-Germain. Et après la Libération, il devait avoir à nouveau une voiture. Et avec Marcel, le chauffeur, il fouillait le Bois de Boulogne pour voir s'il me trouvait. Et en effet, il me trouvait en général parce que j'étais toujours par là. C'est peut-être en partie ça qui m'a valu l'amour de Picasso. Pablo avait une peur instinctive du cheval. Le cheval, pour lui, était un ennemi. L'animal totémique de Picasso, c'était le taureau. Et les choses curieuses, c'est que sa première femme, Olga, quand il a voulu la dénigrer, et c'est lui qui me l'a dit, il la comparait toujours au cheval. D'ailleurs, même dans Guernica, le cheval, plus ou moins massacré, qui est au centre du tableau, c'est en quelque sorte une image désagréable d'Olga. Alors on peut se demander par quel renversement, à partir du moment où il m'a vu à cheval, c'est devenu désirable. Est-ce que chez Picasso il n'y avait pas sans sadisme, cette histoire de tomber amoureux de moi, est-ce que c'était lié à un désir de mort pour moi? En 1944, Picasso adhère au Parti communiste au moment même où Françoise entre pleinement dans sa vie. En sa compagnie, elle rencontre les artistes qui comptent dans le Paris de l'époque. J'aimais beaucoup la peinture de Pierre Bonnard. Alors, il s'est trouvé que la veille du jour où je devais aller voir Pierre Bonnard, Picasso est arrivé de Paris
Et que je lui ai dit, justement, comme j'aurais dit, je ne sais pas quoi, il va pleuvoir demain, j'ai dit, demain matin, je vais aller voir Pierre Bonnard. Comment? Quel scandale, quelle honte, je déteste sa peinture, etc. Bon. Alors, donc, il n'a pas été possible que j'aille voir Pierre Bonnard. Alors, comme il savait que j'étais plutôt mécontente de ça, après, il m'a dit, oui, ben alors, on va aller voir Matisse à la place, voilà. Alors, c'est comme ça que j'ai connu Henri Matisse. C'était assez amusant puisque c'était en février 1946 et Matisse a dit « Oh, comme c'est gentil d'avoir amené cette jeune peintre chez moi, je voudrais faire son portrait. » Pablo n'a pas trouvé ça une très bonne idée, mais à ce moment-là, il n'avait pas fait mon portrait justement. Et alors Matisse a dit « Oh oui, mais je ferai elle aura le teint, ce sera d'un bleu pâle et les cheveux qui étaient beaucoup plus roux qu'ils ne sont maintenant, elle aura les cheveux couleur de feuilles d'arbre et tout ça. » Et alors, en fait, c'est drôle parce que 2 ou 3 mois après, c'est le moment où Picasso a fait la peinture que tout le monde connaît, qui s'appelle La femme fleur. En 1946, Picasso obtient de Françoise qu'elle vive avec lui. La guerre finie, la paix revenue, c'est à une autre violence qu'elle se trouve confrontée. On dit toujours que c'est Ève qui a tenté Adam. Moi, je trouvais que dans le cas particulier, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'était justement l'homme qui voulait à tout prix forcer la femme à faire ceci, faire cela. En juin de cette même année, Picasso peint de son côté une variation sur l'enlèvement d'Europe. Ce n'est plus la jeune vierge de la légende enlevée pour être violée par le taureau Zeus, mais une Amazone qui, sous les traits de Françoise, écrase un taureau qu'elle menace d'un couteau. En février 1946, il avait loué pour moi un appartement dans une petite villa affreuse qui se trouvait sur le port de Golfe-Jean, qui s'appelait Pour toi. Je me trouvais très bien là. Je lui ai écrit, écoutez, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil de m'avoir prêté cet endroit. Surtout, ne vous donnez pas la peine de venir. Dès que cette lettre a dû parvenir à Paris, le soir, il était là, naturellement. Il n'a pas pu tolérer une minute que je puisse dire que je me sentais tellement bien sans lui. Il était dans une rage, comme j'ai rarement vu, écumant. Et à partir de ce moment-là, il n'avait plus qu'une idée en tête, c'était qu'on vive ensemble. Ce jour-là, pour ponctuer sa fureur, il a appuyé sa cigarette et j'ai dit, vous pouvez continuer, c'est intéressant, vous détruirez le visage que vous aimez. Moi, je m'en fiche. Il a dit, bon, alors je retire cette cigarette, c'était pas intéressant, si je ne criais pas. Finalement, c'est seulement au mois de mai 1946 que je me suis rendue à ses arguments. Un soir, je suis restée là. Ce que Françoise ne dit pas, c'est qu'elle conserva des années une cicatrice sur le visage. Sa meilleure amie Geneviève, partie dans le sud avec elle, l'adjura de quitter cet homme après ce qui s'était passé. En vain. Geneviève repartit seule et Françoise ne devait plus jamais la revoir. Mais dans son œuvre, Geneviève demeurera longtemps comme son alter ego. Que recherchait alors Pablo Picasso? La jeunesse avant tout, la beauté sans doute, et peut-être la première femme qui lui résisterait. Du côté de Françoise, pourquoi s'engager dans une telle relation? Par admiration certainement, par amour sans doute, mais également par bravade, face aux avertissements prodigués par son entourage. Il a utilisé tous les moyens, les bons, les mauvais et les pires. J'avais quand même que 23 ans, j'étais un peu plus naïve que par la suite. J'ai fini par croire qu'il disait la vérité. Même le jour où je suis venue vivre avec lui, je pensais déjà que c'était la plus grande erreur de ma vie. Parce que ce que j'aimais, c'était pouvoir le voir quand je voulais et ne pas le voir quand je ne voulais pas. Malgré les tensions, elle va tenter d'être heureuse avec lui au bord de la Méditerranée où il jette l'ancre.
Ainsi, à 67 ans, Picasso, interdit d'Espagne par Franco, abandonne sa vie parisienne pour le Sud, où l'Andalou né à Malaga recouvre son hispanité. Les rives de la Grande Bleue, il les apprécie moins pour le bain que pour la plage, où depuis les années 20, il invitait amis et amours. Mais c'est bien avec Françoise qu'il choisit de se fixer sur la Côte d'Azur. Lui avait une fraîcheur de vue qui était rare parmi les autres intellectuels de cette époque-là. D'abord, il était beaucoup plus universel, il était beaucoup moins figé dans une attitude. C'était justement qu'il était plus jeune que les autres, tout en étant plus âgé. Après la guerre, Picasso retrouve le paradis perdu de la mère originelle et se ressource auprès de Françoise. En 1946, ils s'enferment 2 mois au château Grimaldi à Antibes, où ils vivent les premiers temps de leur histoire. Tous deux, elle femme-enfant enceinte et lui vigoureux et grave, travaillent côte à côte dans leur nid-atelier. Françoise, dans la joie de vivre, est la figure dansante d'une Arcadie peuplée de faunes musiciens. Après Dora Maar, la femme qui pleure, malmenée picturalement, Picasso ne trouve que les courbes pour évoquer sa nouvelle muse dont il projette l'image dans un Éden méditerranéen. Au portrait de Françoise que Picasso décline sur tout support, elle répond par des autoportraits soucieuse de conserver la maîtrise de son image. Je ne voulais pas que Picasso appelle les portraits qui faisaient de moi des portraits de Françoise, parce que je trouvais qu'ils avaient fait ça pour toutes les autres. Et à quel titre est-ce que c'était moi? C'était moi parce que je me trouvais là, mais ça faisait partie de ce qu'il faisait lui à cette époque-là. Et je lui disais qu'il pourrait plutôt les appeler Pablo Picasso. Le bonheur semble alors à portée de main. La vie est légère. Picasso, de nouveau père, après Polo et Maya, se sent rajeunir, tandis que Françoise mûrit avec la maternité. En 1948, avec leur premier enfant Claude, ils s'installent à la Galloise, villa sur les hauteurs de Vallauris, la ville aux 100 potiers. Le maire communiste réserve le meilleur accueil à Picasso, qui assurera une renommée internationale au village. Le matin, je me levais à cette époque-là beaucoup plus tôt que Picasso, donc j'avais déjà une bonne partie de la matinée où je pouvais travailler pour moi. Après ça, l'après-midi, lui allait soit faire ses céramiques chez Madura, soit de la peinture à son atelier du Fournas. Donc, à ce moment-là, il était pris pour je ne sais pas combien d'heures. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais un atelier à la maison, donc je travaillais à la maison, tout en sachant qu'est-ce qui se passait avec les enfants. Claude naît en 1947. Paloma suit 2 ans plus tard. Les 2 artistes mènent de front leur vie créative et familiale. Jamais enfants n'auront été plus modèles, sujet de nombreuses œuvres à travers lesquelles leurs parents poursuivent leur conversation picturale. Dans l'atelier Madura, Picasso redécouvre le travail de la terre, renouant ainsi avec l'artisanat premier de la Méditerranée. C'est la vie qu'il célèbre dans ses céramiques, à travers la sensualité du geste,
celui qui caresse et modèle l'argile avec une jubilation enfantine. Dans cette ère du renouveau, Picasso se nourrit alors de la réalité, celle de la mer, d'un quotidien frugal qu'il partage avec Françoise. De la Méditerranée, il explore également les mythes. Naïades et centaures, faune cornue et satyre autour de la nymphe Françoise, peuplent ses créations baignées de soleil. Il a aussi fait des choses tout à fait extraordinaires, comme les fameuses petites amphores qu'il avait repliées pendant qu'elles étaient encore fraîches et à qui il a donné des formes absolument gracieuses et extraordinaires. Je pense que ça correspondait très bien à son tempérament, parce que c'était à la fois un peu comme de la sculpture et un peu comme de la peinture, ça réunissait les deux. J'ai toujours essayé d'être avec lui, et précisément parce que je l'aimais, je voulais être là comme une présence, mais pas comme une personne, en quelque sorte. C'est très différent. Picasso, c'est quelqu'un qui voulait être 24 heures sur 24 avec quelqu'un, parce que lui, le fait d'avoir quelqu'un sur place ne l'empêchait pas de trouver quand même sa solitude, parce que évidemment, il se mettait à travailler, etc. Mais il fallait que l'autre personne soit là. C'était quand même un être fascinant de le regarder travailler, tout ça. Donc, je veux dire qu'il y avait tout un côté très positif avec lui. Sans ça, je ne serais jamais restée si longtemps. Mais alors, le côté de négativité était vraiment... Il ne faut pas oublier, justement, que dans son enfance, il allait en classe, mais il était dans un état psychologique tel que, par exemple, c'est pour ça qu'il emmenait soit une canne ou un pinceau de son père, ou bien même soit un pigeon qui cachait dans sa blouse d'écolier, en pensant que comme ça, son père viendrait quand même le chercher. Alors il était tellement angoissé, il ne pouvait rien apprendre. À Vallauris, il retrouve le pigeon, cet oiseau lié à son enfance que son père, peintre animalier, lui apprenait à reproduire. Henri Matisse nous avait donné des pigeons de Milan. On les a mis dans une espèce de petite cage qui était dans le jardin. Et donc c'est comme ça que Picasso était allé faire en lithographie ce pigeon. Il faut dire qu'il était de toute beauté parce que il y avait une délicatesse dans les gris, dans les noirs et dans les blancs qui était extraordinaire. Et un matin, comme toujours, comme tous les matins, venaient tous les amis et courtisans de Pablo. Et Aragon est venu et je me souviens qu'il a dit « Ah, mais c'est tout à fait ce qu'il nous faut pour le congrès de la paix à Paris, je sais pas quoi, voilà la colombe. » Alors Picasso lui a dit « Mais c'est pas une colombe, c'est un pigeon de Milan. » « Oui, oui, ça n'a aucune importance. Et voilà, c'est nous, ça y est, c'est ça, c'est la colombe. » C'est ainsi que le pigeon, devenu colombe, sera adopté pour devenir l'affiche du Congrès de la paix de 1949 et restera l'emblème de la paix dans le monde. Il faut dire une chose qui était très drôle, c'est qu'à cette époque-là, tous les communistes véritablement centrés sur le réalisme socialiste détestaient la peinture de Picasso. Il y avait une exception, c'était la fameuse colombe qui n'était qu'un pigeon. Il donnera aussi le nom espagnol du pigeon, Paloma, à leur fille née le jour même du congrès. Couplée au visage de Françoise, la colombe deviendra le visage de la paix, partout reproduit. Il sera intégré par Françoise elle-même dans un de ses tableaux. Les hommes tordent le cou aux colombes pour leur donner la mort. Picasso pour leur donner vie, avait écrit Cocteau. Il s'agit bien de leur tordre le cou, oui, mais avec quelle volupté. S'ils trouvent chacun du bonheur à créer, cependant le ciel s'assombrit au-dessus du couple. Le matin, il était au plus bas de sa vitalité. Pourquoi faudrait-il vivre une autre journée, etc. Oh là là, ma vie est épouvantable, je n'ai que des ennuis, ici et là. Bon.
Et tout ça, c'était plutôt pour qu'on essaye de lui montrer qu'après tout, la vie n'était pas tellement épouvantable et qu'il ferait bien quand même peut-être de faire l'effort de se lever et de se remettre en bon terme avec la vie pour ce jour-là, en tout cas. Si Picasso continue d'adopter la courbe pour évoquer Françoise, celle-ci durcit le trait pour restituer ceux de son couple et ceux de Picasso. Sa tête semble taillée dans la pierre, et son regard fixe rappelle celui d'un oiseau de proie. La cavalière se rend compte qu'elle devra affronter le Minotaure. Bien que Picasso ait délaissé la créature mythique à tête de taureau et à corps d'homme qui hantait son œuvre. En 1936, Picasso se représentait ainsi. À gauche, les mains effilées qu'il appelle sont celles de Dora, récemment entrée dans sa vie. À droite, Marie-Thérèse délaissée, et lui au centre, le Minotaure, vainqueur du cheval Olga, dont il vient enfin d'obtenir la séparation. Dans le sud, Picasso retrouve son animal totémique, le taureau, qui traverse toute son œuvre. Ce n'est plus une créature imaginaire, mais bien un être de muscles et d'os, une puissance virile et brute. En 1948, Picasso demande à Françoise de faire la tournée des kiosques à journaux pour lui rapporter des images de la grotte de Lascaux, récemment ouverte au public. Il est bouleversé. Il écrit à son ami nîmois André Castel « À Lascaux, on a déjà fait des taureaux depuis plus de 20 000 ans. Désormais, il ne peindra plus les taureaux comme avant. » Pour Picasso, le taureau est d'abord le taureau de combat, et l'arène, le lieu où s'enracine son hispanité. S'il s'affiche au premier rang des gradins, lui, le rouge exilé, avec les grands intellectuels du moment, c'est aussi pour ne pas laisser à Franco le monopole de la corrida. Mais c'est la première fois qu'une femme est photographiée à côté de lui sur les gradins. La corrida pour Picasso, c'était devenu une fête. C'était sa manière à lui de retrouver l'Espagne. Moi-même étant à ce moment-là une compagne qui ne critiquait pas la course de taureau comme un spectacle sanguinaire. Pour Picasso, la corrida était le premier spectacle de son enfance. Comme son père était peintre, il avait beaucoup d'autres amis peintres, et à cette époque-là, ces peintres-là, pendant la semaine, au moment où il n'y a pas de course de taureau, se servaient de l'arène pour disposer leurs modèles et peindre, je ne sais pas quoi, les derniers jours de Pompéi. L'enfant Picasso regardait ça avec le plus grand étonnement. Et donc, dans l'esprit de Picasso enfant, l'arène était aussi le lieu où se fait la peinture. C'est quand même assez curieux. Le retour en foule vers la course de taureau, c'était quand même aussi une manière d'évacuer par la catharsis toutes les horreurs de la guerre. Ce spectacle m'a frappé par sa beauté extraordinaire. La beauté des couleurs, les capes,
jaune et fuchsia, la muleta rouge, etc., le costume des matadors, l'affrontement de la bête et de l'homme, tout le dynamisme de ce combat. Vous ne pouvez pas ne pas être angoissé parce que vous savez que c'est une chose qui s'achève par la mort. Il y a cette angoisse qui plane, mais en même temps, il y a justement, ça arrive sous le soleil, ça n'arrive pas dans un endroit caché à l'ombre. Parce que souvent, la mort arrive justement à petits pas. Et là, la mort arrive à grands pas. C'est la première chose qui vous frappe, c'est la mort au soleil. C'est quand même un spectacle dont on ne ressort pas indemne. On ne peut pas être indifférent. On est frappé comme par la foudre par la première corrida que l'on voit. Et je ne peux pas dire qu'on en ait une opinion, je veux dire qu'on la ressent peut-être même comme une blessure. Se rendre à la corrida à Nîmes ou à Arles, c'était aussi pour Françoise partager avec Picasso ces rares moments où il était pleinement heureux. La corrida était d'une part un événement en soi, mais c'était donc l'occasion de prendre 2 ou 3 jours de répit sur la peinture. Picasso et moi aimions beaucoup Arles, on allait voir le Rhône le soir. C'est assez superbe quand on est dans le vieil Arles et qu'on va vers les quais du Rhône le soir avec les étoiles. C'était vraiment une vision assez superbe. Avant la corrida, Françoise et Pablo se retrouvaient à Nîmes dans la cour du laboratoire d'œnologie d'André Castel, aficionado, excentrique et cultivé, au milieu de matadors et d'intellectuels tels que Michel Leiris ou Georges Bataille. Picasso lui-même, avec son éternel costume gris qu'il mettait dans les circonstances. Moi-même, assez habillé. Picasso aimait bien, justement, puisque c'était une cérémonie, que les personnes, peut-être pas lui-même, mais les personnes qui l'entouraient soient assez formelles. À côté de Françoise, Picasso arbore la cape du matador légendaire Manolete, prêtée par son hôte André Castel. C'était aussi pour lui le moment où il pouvait retrouver les matadors dans leur intimité. Picasso, parce qu'il était espagnol et parce qu'il était aussi plus âgé, pour ses matadors, c'était le père mythique, même s'il ne comprenait pas sa peinture, il retrouvait là l'Espagne elle-même, ça les rassurait, ça les remettait en eux-mêmes. Ils rentraient chez eux en retrouvant Picasso. Et lui aussi, je crois. Donc c'était réciproque. Je pense que c'est pour ça que ce moment-là était très touchant. C'est en soi même une cérémonie que de revêtir ce costume. Les matadors, en général, sont assez superstitieux à cet égard. Ils ne voudraient pas, par exemple, qu'une personne qui ne leur est pas sympathique les ait vus à ce moment-là. Picasso reconnaît dans le matador son double héroïque. Ainsi, il lui emprunte des techniques qui imposent un geste unique, rapide, sans tricherie, sans repentir possible, s'exposant à l'échec, comme le matador face au taureau. Son œuvre est comme un commentaire permanent de sa relation à la corrida. Si Picasso mime dans son geste celui du matador, dans la réalité,
C'est Françoise et son fils, Polo, qu'il rêve d'envoyer au combat. Et Picasso, qui n'avait pas énormément de courage physique, était absolument enchanté à l'idée que nous en avions. Puis si par hasard, on avait été blessé ou tué, ça aurait été vraiment charmant. Il aurait trouvé que c'était une belle fin pour nous. Et Françoise se demande si leur vie même ne commence pas à ressembler à une corrida. Pablo peut avoir des moments où il était absolument charmant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il séduisait hommes et femmes. Quand il voulait que les gens l'adorent, les gens l'adoraient parce qu'il pouvait être absolument charmant. Et puis comme il était tellement intelligent, en dehors de son génie pour la peinture, c'était difficile de ne pas être séduit par ses discours, etc. Mais ce qui était beaucoup plus difficile, c'était, d'une part, il avait tendance à prendre des décisions sans même en informer d'autres personnes qui étaient parties de cette décision. Et puis, en même temps, il avait comme une espèce de maladie de la volonté et il pouvait être indécis au maximum. Pour Françoise, sa relation avec Pablo prend des allures de joute tauromachique, de mano à mano, selon ses propres mots. Elle comprend vite qu'il faut s'arranger pour n'être ni vainqueur, ni vaincu. Mais dans les volte-face qu'il lui imposait, il finissait toujours par lui donner tort. Il faut dire que c'était très dur émotionnellement d'avoir à passer par des hauts et des bas de cette nature pour des riens, pour des choses qui étaient sans importance. Picasso avait le statut comme le Dalai Lama, le dieu vivant, si vous voulez. Alors, personne ne lui résistait. Les uns avaient peur de lui, les autres avaient quelque chose à lui demander. Donc, je ne voyais jamais personne qui dise non à Picasso. Moi, il m'appelait la femme qui dit non. Parce que quand j'avais à dire non, je disais non. Et mon fils, il l'appelait le fils de la femme qui dit non. Parce que mon fils était aussi très fort pour dire non quand ça ne lui plaisait pas. À Vallauris, Françoise peint un univers domestique devenu étouffant. Là, je vivais avec lui quand j'ai fait la cuisine. Vous voyez bien que ça ressemble à une prison. Remarquez que je ne faisais pas la cuisine, mais j'ai peint la cuisine. Oui. Là, c'est assez amusant. C'est pas tellement un bon dessin, mais c'est assez drôle parce que ça, c'est moi avec un homme de poids. Alors, un homme de poids, c'est parce que Picasso était forcément un homme de poids. Alors, si je suis avec un homme de poids, il faudrait peut-être que je devienne une femme de poids. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Si vous vous mettez dans la position féminine classique, c'est-à-dire d'être subjuguée, séduite, etc., là, vous passiez au moulinet. Vous centriez personne et vous sortiez saucisse, ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, ça ne l'intéressait plus. Donc, la seule manière d'être, si vous voulez, en face de lui, c'était d'être capable, justement, d'abord de ne pas tomber dans tous les pièges qui vous tendaient. C'était dans sa nature très complexe, de tendre des pièges, d'ailleurs, à tout le monde. Tous les jours, c'est beaucoup. Tous les jours, toutes les nuits, 24 heures sur 24. Il est devenu un autocrate et un dictateur de première classe. Quand moi-même j'ai approché de l'âge de 30 ans, où j'étais plus du tout l'enfant habitué même à obéir à ses parents. Donc au moment où moi j'ai eu besoin de plus de liberté, et lui il s'était habitué à ce que personne n'en ait aucune autour de lui. À partir du moment où ça n'allait plus tellement bien entre nous, j'ai dit écoutez, moi franchement, donnez-moi 3 mois que j'aille me refaire un peu. Dans ma tête, par exemple, je voulais aller à la montagne, un endroit de solitude, si vous voulez. Mais peut-être ça se serait arrangé, justement, s'il m'avait donné ce temps-là pour moi. Mais non, il n'y avait rien à faire, il fallait les 24 heures sur 24. Ça, c'était étouffant. Cette année-là, en 1952, Françoise s'interroge de plus en plus sur leur relation. Tandis que Picasso réalise pour la chapelle de Vallauris un diptyque monumental, la guerre et la paix.
Dans une vision idyllique d'un quotidien rêvé, Françoise y est la figure de la paix, une nymphe qui danse, une femme qui allait en lisant aux côtés d'enfants qui jouent. Son visage apparaît en transparence sur le bouclier du jeune homme, sous la colombe de la paix, force de vie, opposée à celle de la mort, comme le Pégase ailé est opposé à l'attelage terrifiant porteur de mort. Alors même qu'elle est au bord de la rupture, Picasso continue, comme si de rien n'était, de peindre Françoise, qui refuse de s'en sentir flattée. Oui, il a fait des portraits de moi, mais ce n'est pas moi qui l'encourageais à faire des portraits de moi, parce que, au contraire, je voulais qu'il n'en fasse pas. N'oubliez pas que j'étais la 7e femme de Barbe Bleue, et que les autres étaient toutes pendues déjà dans l'antichambre, je ne sais pas quoi, et que j'ai tout de suite pensé qu'il fallait surtout éviter la grande chose terrible, c'est que son ego ne soit satisfait par le fait qu'on était peint par Picasso. Non. Alors, ce sur quoi j'ai beaucoup lutté pendant tout ce temps-là, c'est garder ma propre intégrité et ma propre identité. Et je l'ai réussi. Alors, donc, je veux dire que justement, je n'ai pas été détruite par Picasso pour la bonne raison que je n'ai pas non plus voulu être identifiée par lui dans la série des femmes de Barbe Bleue. C'était fatal. C'était comme les chapitres d'une pièce, acte 1, acte 2, acte 3. Alors, acte 1, vous étiez une déesse, acte 2, ça commençait déjà à tourner un peu moins rond, et acte 3, vous deveniez un monstre, et alors il faisait tout ce qu'il fallait pour vous faire sortir de là. Alors non. Leur vie est sans cesse envahie de curieux et d'amis. Cocteau ironise dans son journal. Il y a un Picasso et beaucoup de Picassiettes. Françoise perd pied. À la fois trop entourée, lasse de cette cour et délaissée. Il y avait tout le temps des gens par-ci par-là. Autour de Picasso, c'était comme la cour de Louis XIV. Alors, chacun vous laissait des pots de banane pour qu'on marche dessus, etc. C'était quand même plutôt désagréable, il faut dire. C'était pas tellement confortable dans l'ensemble. Dans le même temps, Picasso multiplie les incartades, tout en assurant Françoise de son amour le plus profond, comme il l'a fait avec toutes les femmes qui ont partagé sa vie. Alors même que le couple vit sa dernière année ensemble, Françoise dessine la famille près de la mer. Celle-ci semble à première vue très soudée, si ce n'est la tentative d'échapper de la petite Paloma. Les parents, cramponnés plus qu'enlacés, ne regardent plus dans la même direction. Françoise s'est affranchie de ses liens avec Picasso, qui ne veut pas encore croire à la rupture. Dans une huile où elle peint ses enfants, en 1952, Françoise adresse un message sans équivoque à leur père. Claude, au tableau noir, écrivant le mot « liberté », et Paloma, qui est une petite fille encore assez petite à ce moment-là, qui était née pyromane, qui jouait avec une allumette. Alors c'était ça, en fait c'est ça l'idée de liberté, que justement chacun fait ce qu'il considère et puis qui peut être dangereux en même temps, mais enfin c'est ça la liberté. En septembre 1953, Françoise quitte le Sud et Pablo. Elle part avec leurs enfants pour Paris. À Jean Cocteau, Claude Roy écrit après le départ de Françoise « C'est une Amazone. Il faudrait un cheval comme le vent pour ne jamais perdre sa trace. » Picasso, de son côté, fait porter son ombre, endeuillée du départ de Françoise, sur Paloma en train de jouer. Et voilà que la corrida commence par la présentation des toreros. C'est Françoise Gillot qui est à cheval et qui est en tête du cortège. Un an après, Françoise revient à Vallauris. Picasso espère encore reconquérir la rebelle. Mais c'est un dernier tour de piste solennel et public
qu'elle est venue offrir à celui qu'elle avait séduit par ses qualités de cavalière. Et c'est un véritable faire-part de deuil que l'artiste a gravé pour annoncer cet ultime rendez-vous dans une arène. Après ces adieux, Picasso accuse le coup en apprenant le mariage de Françoise avec le jeune peintre Luc Simon, puis la naissance de leur fille Aurélia. Tant que j'étais encore toute seule, ça pouvait encore aller à la rigueur. Mais à partir du moment où il y avait quelqu'un d'autre dans ma vie, alors ça, c'était pas tolérable. Picasso a exigé de la Galerie Légéris, ou bien je ne travaille plus avec vous, ou bien vous éjectez François Gillot. Quand Aurélia est née, alors là, Pablo a poussé des rugissements. On les entendait depuis le midi où il se trouvait jusqu'à Paris, que c'était pas tolérable. Une personne qui avait eu 2 enfants avec lui ose avoir un 3e enfant. Françoise commence à faire des allers-retours entre Paris et Londres, où elle a un atelier, et New York, où des collectionneurs l'attendent. En 1963, Françoise écrit avec un journaliste américain le livre « Vivre avec Picasso ». Savait-elle qu'en écornant la figure mythique d'un monstre sacré, en révélant sa part la plus sombre, elle commettait un crime de lèse-majesté qui allait conduire à son excommunication? Picasso, qui a désormais une nouvelle compagne, Jacqueline, tentera 3 fois de suite de faire interdire la publication du livre. Sans succès. À la sortie du livre en France en 1965, Hélène Parmelin et Pierre Dex, membres du Parti communiste et futurs biographes de Picasso, appellent à interdire le livre en maltraitant Françoise. 80 personnalités signent une pétition parue dans les Lettres françaises dirigée par l'ami poète de Picasso, Louis Aragon. On y trouve bien sûr des militants, des galeristes de Picasso ou ses inconditionnels. Mais comment d'autres, défenseurs intransigeants de la liberté d'expression, ont-ils pu réclamer la censure de l'ouvrage? C'est dire alors la toute-puissance de Picasso. Brillant de sa gloire internationale, il est l'icône intouchable du Parti communiste français dirigé par Maurice Thorez. Le parti aux 75 000 fusillés, auréolé de son engagement décisif dans la résistance, joue un rôle primordial dans la vie culturelle. Dans ces temps de guerre froide, il condamne celle qui a choisi les États-Unis comme terre de salut. À partir du moment où mon livre a été publié à Paris, tout le monde a signé contre moi, sans même avoir lu, que c'était épouvantable, que comment pouvais-je faire une chose pareille, que... Enfin, c'était la mort civile, si vous voulez. Il y a des gens que je connaissais extrêmement bien, avec qui j'étais extrêmement intime, qui ont signé ce manifeste contre moi. On touchait à Picasso, le Dieu vivant, on ne peut pas faire ça. Douglas Cooper, grand collectionneur d'art, organisera même un autodafé de l'ouvrage au cours d'une réception mondaine. Jean Cocteau, un des seuls amis de Picasso resté fidèle à Françoise, avait écrit dans son journal en 1953 « J'aime Françoise, mais les amis de Picasso ne l'aiment pas. Elle me dit, une des premières fois que je montais les escaliers de la rue des Grands Augustins, Picasso me montra de la poussière et me dit « Tu ne comptes pas plus pour moi que cette poussière. » J'ai répondu « La différence, c'est que je suis une poussière qui n'a pas besoin qu'on la balaye, qui partira si elle le veut. » Et Cocteau d'ajouter « Il vous adorait, mais il s'en voulait de vous adorer. » Il a voulu m'écraser comme on écrase une punaise, mais il ne s'est pas rendu compte que je n'étais pas une punaise, justement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait des choses horribles vis-à-vis de mes enfants et tout ça. Il fallait qu'il se venge à tout prix. Alors, comme il ne pouvait pas se venger sur moi, il s'est vengé sur mes enfants. Il a été ignoble. Si ça avait été fini comme d'habitude, quand c'est lui qui finissait, tout allait très bien. Mais que ce soit moi qui ai terminé, non, ça c'était vraiment... À ce moment-là, justement, ça m'a simplement aidé à quitter la France. Françoise Gillot, qui vit à New York depuis 1970, année où elle a épousé Jonas Salk, biologiste d'exception, habite aujourd'hui seule dans son appartement-atelier de Manhattan.
En octobre 2019, elle procède avec sa galeriste à l'accrochage de son exposition intitulée « Red ». Moi, je suis la personne qui, sur toutes les photos, vous vous souvenez, les photos de l'époque du début de la Révolution d'octobre, où il y avait justement Lénine, Trotsky, et dans les photos à partir de l'époque stalinienne, il y avait un ovale vide, ça c'était Trotsky. Moi, je suis devenue l'ovale vide de la vie de Picasso. Would you like to go back to Paris? No, No. not very much, no. Okay. In France, first of all, people don't like me. You can't believe how much people dislike me in France. Oh, they used to. They don't anymore. Huh? It's another world. It's another moment. This is your moment right now. It's your moment. Yes? It's a great moment. Everybody is writing about you. The New York Times, Yes. the New Yorker had a fantastic. C'est ainsi que Françoise a pu sortir du cycle infernal de destruction où Picasso enfermait ses femmes. Détruites, mais liées à lui à jamais. Après le décès de Picasso en 1973, Jacqueline, sa dernière épouse, se donne la mort. Au seuil de ses 100 ans, Françoise est arrivée rayonnante au vernissage de son exposition, où le tout New York des arts est présent et où elle retrouve ses amis.